Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour un cours atelier autour de l'utilisation des tableurs pour mettre en forme les données de production. Un premier point tout de suite, je vais utiliser Excel. Néanmoins, la plupart des fonctionnalités que je vais vous montrer en fait sont disponibles sur les autres tableurs du marché. Donc Calc par exemple, Numbers ou encore Sheet. Alors l'idée n'est pas ici de faire de vous des spécialistes d'Excel en un seul atelier. Ce que je vais vous montrer en fait, ce sont des outils qui sont à la fois simples et puissants et qui vont vous permettre de mettre en forme et de traiter les données de production dans un grand nombre de cas sans que vous ayez forcément à faire appel à des choses extrêmement complexes sous Excel. Cet atelier peut être suivi seul, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça par vous-même dans votre coin. Néanmoins, c'est un atelier qui est quand même intrinsèquement conçu pour être réalisé accompagné d'un enseignant. C'est-à-dire que l'idée est que vous essayez de réaliser par vous-même les tâches qui vous sont proposées dans le cadre de l'atelier et que si vous avez des difficultés en fait à réaliser ces tâches, et bien que vous ayez quelqu'un avec vous qui va vous accompagner et vous débloquer la situation si besoin pour que vous puissiez progresser dans l'apprentissage des fonctions qui vous sont proposées. Donc dans la même logique, il n'y aura aucun corrigé de disponible en ligne, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas télécharger le fichier terminé tel que je vous le présenterai au cours de l'exercice. Ce sera à vous de le construire par vous-même. C'est tout l'objet en fait de cet atelier, c'est que vous fassiez par vous-même les différentes tâches qui sont demandées. D'autre part, de manière à ne pas travailler hors sol, comme c'est parfois le cas avec les ateliers ou les exercices à faire sur Excel, ce que je vous propose en fait, c'est d'utiliser cette opportunité-ci pour vous familiariser avec le référentiel de compétences qui caractérise le diplôme que vous êtes en train de préparer. Donc ici dans cette vidéo il s'agit du BTS pilotage de procédés, mais vous pouvez totalement adapter cette vidéo à d'autres diplômes en utilisant d'autres référentiels de compétences. D'une manière générale, la façon dont sont construits les référentiels de compétences des diplômes professionnalisants sera tout à fait compatible avec le type d'activité que je vais proposer aujourd'hui. Donc le référentiel de compétences du diplôme BTS pilotage de procédés est un document qui est libre d'accès, qui est disponible en ligne sur le site du ministère. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Et donc c'est un document qui est relativement imposant, il fait quasiment 120 pages. Et dans ce document, en fait, vous avez énormément d'informations. Donc nous, ce que l'on va s'attacher à récupérer dans ce document comme information au cours de l'atelier, ce sera la structure des épreuves que vous aurez à passer dans le cadre de votre diplôme. On fera le lien entre ces épreuves et les compétences que vous devez avoir acquises à la fin de votre formation pour passer votre diplôme. Nous verrons comment ces compétences sont regroupées au sein de familles de compétences. Et nous verrons également comment ces compétences sont reliées aux tâches professionnelles que vous êtes censé pouvoir accomplir ensuite en entreprise, ces tâches étant regroupées en activités professionnelles, ces activités étant elles-mêmes regroupées en fonctions professionnelles. Voilà, donc on va essayer de structurer un petit peu tout ça dans le document Excel. Ça vous permettra d'apprendre à vous servir d'Excel si ce n'est pas encore un outil avec lequel vous êtes familier. Et d'autre part, ça vous permettra également de voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre diplôme. Alors, il y a un aspect auquel nous n'allons pas nous intéresser, plutôt deux aspects auxquels nous n'allons pas nous intéresser de manière spécifique dans la construction du document Excel ici. Ce sont les savoirs qui sont séparés en fait des compétences dans le référentiel. Et également, ces compétences en fait sont évaluées par les enseignants au travers de capacités à faire des choses. Et ces capacités sont elles-mêmes évaluées au travers d'indicateurs relativement explicites. Donc cette partie-là, on ne la traitera pas, mais elle est disponible dans le référentiel de compétences et je vous invite évidemment à vous y intéresser, à y jeter un œil, notamment parce que ça vous donnera des indications sur ce qu'attendent réellement les enseignants de votre part pendant les cours, pendant les évaluations et le jour de l'examen. Alors, l'atelier que je vous propose aujourd'hui est découpé en plusieurs étapes. On va avoir 6 étapes au total et pour chacune de ces étapes, en fait, je vais vous apporter des éléments supplémentaires. C'est-à-dire que les étapes suivantes vont à chaque fois s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et on va y aller progressivement. À chaque étape, je vais vous amener quelques outils supplémentaires. On va les utiliser. Vous allez vous entraîner avec et ensuite on passera à l'étape suivante. Alors il est tout à fait possible que au cours d'une étape ultérieure vous ayez un trou de mémoire ou vous ayez oublié comment on faisait quelque chose en particulier qui avait été expliqué pendant les étapes d'avant. Donc c'est pour ça que je vous mets en description de la vidéo également les timecodes qui correspondent aux différentes étapes de façon à ce que vous puissiez retrouver plus ou moins rapidement les informations dont vous aurez besoin rétrospectivement. Donc dans l'étape 1, nous allons mettre en forme et réaliser des calculs simples. Ce sera l'occasion de découvrir les épreuves constitutives de votre diplôme.
En étape 2, nous allons utiliser le copier-coller pour aller plus vite et nous allons ainsi construire les familles de compétences. En étape 3, nous allons rechercher et afficher des données disponibles dans une autre feuille que celle sur laquelle on est en train de travailler. Ça nous permettra de voir quelles sont les compétences qu'il est attendu que vous maîtrisiez à la fin de votre diplôme. En étape 4, nous nous entraînerons à l'usage des outils qui ont été introduits juste avant. Notamment, nous construirons les feuilles de calcul relatives aux fonctions, aux activités et aux tâches professionnelles. En étape 5, je vous proposerai de construire une liste de combinaisons. C'est un outil en fait qui vous permettra de faire des croisements d'informations et d'afficher des résultats. Enfin, dans l'étape 6, nous mettrons en forme cette liste de combinaisons de manière bidimensionnelle de façon à avoir une représentation graphique en fait des correspondances entre les tâches professionnelles et les compétences. Voilà, donc c'est parti pour l'atelier et on démarre tout de suite avec l'étape 1. Étape numéro 1. Bien, donc vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez. Ce sera un petit peu plus simple pour moi à gérer sur la partie Excel de ne pas mettre de vidéos supplémentaires donc en incrustation. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Une autre chose, c'est que de façon à ce que cette vidéo reste d'une taille raisonnable, je vais aller assez vite, c'est-à-dire que je vais pas forcément prendre beaucoup de temps pour expliquer chaque petit détail. Donc si vous avez un moment, vous sentez que ça va plus, vous lâchez, n'hésitez surtout pas à faire pause, revenir un petit peu en arrière, réécouter. Voilà, c'est un support que vous allez en fait manipuler de manière active et pas juste rester passif dans l'écoute. Je n'attends pas non plus de vous que vous suiviez vous-même à la même vitesse que celle à laquelle je vais vous présenter les choses que vous avez à faire. Donc ceci étant dit, on démarre. On a une feuille blanche au départ ici et on va petit à petit y mettre des choses. Quand vous ouvrez votre programme de tableur, donc ici je vous l'ai dit, je travaille avec Excel, vous avez une feuille de calcul vierge et on va petit à petit construire sur cette feuille de calcul. En fait, c'est un classeur qui est composé de plusieurs feuilles, donc on verra aussi comment on fait pour avoir plusieurs feuilles dans le classeur. Donc ici, on a une première feuille qu'on va renommer en feuille épreuve. Donc pour ça, vous double-cliquez sur le nom de l'onglet ou vous cliquez sur bouton droit renommer. Donc on va l'appeler épreuve. On va ajouter un titre. Donc le titre, on va le placer dans la case B2. On va appeler cette page épreuve, c'est très original comme titre. On va formater donc la deuxième ligne ici. Donc pour sélectionner la ligne, vous cliquez simplement avec la flèche sur le numéro qui représente la ligne. Vous voyez que la ligne est sélectionnée. Et maintenant, on va formater cette ligne de façon à ce que le texte soit blanc. Donc la couleur du texte se choisit ici, où il y a un caractère. Donc c'est marqué d'ailleurs, hein, vous avez une petite bulle qui s'ouvre, dans laquelle il est indiqué couleur de police. Donc vous choisissez la couleur blanche, ici, très bien. Ensuite, vous allez passer en taille 20. Donc les tailles de caractères se trouvent ici. D'ailleurs, si je reste sur la petite flèche, vous voyez qu'il est marqué taille de police de caractère. Donc là, on va sélectionner taille 20. On va le passer en gras. Donc gras, c'est le petit bouton qui est ici avec un G gras, pareil. Et le fond, donc le fond de la ligne, on va le colorer en vert d'intensité 5/6. Alors, pour colorier le fond de la ligne, on va aller sur le petit seau de peinture ici pour le remplissage. Hein, c'est indiqué couleur de remplissage. Et quand je clique, vous voyez que vous avez plusieurs couleurs disponibles. Alors, comme tout à l'heure pour le caractère, pour la couleur des caractères, simplement, on ne s'est pas attardé dessus. Donc, ce jeu de couleurs-là, c'est une palette de couleurs qui correspond à un thème donné. Donc dans Excel, mais dans les autres logiciels aussi, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres thèmes. Une fois que le thème est sélectionné, pour chaque type de couleur, vous avez plusieurs intensités. Donc globalement, les intensités vont de 1 à 6, et c'est dans cet ordre-ci, 1, 2, 3, le quatrième, c'est celui qui est au-dessus, 5 et 6. Donc là, on vous demande de faire un fond vert d'intensité 5/6, donc c'est celui-ci. Ensuite, je vous demande de formater les bords supérieurs et inférieurs de la ligne 2 de sorte à ce qu'ils soient épais et de couleur verte d'intensité 6/6. Donc on va garder sélectionner la ligne comme on l'a fait ici et on va travailler sur les deux bordures supérieures et inférieures. Alors les bordures, vous y avez accès au travers de ce petit bouton qui est là, dans lequel vous avez un certain nombre de possibilités. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est épaisseur de bordure, style de trait. En fait, c'est dans style de trait ici. On va sélectionner un trait épais, tout en bas. Puis on va sélectionner une couleur de trait. Donc la couleur de trait, couleur de ligne ici, on a dit qu'on voulait du 6/6, donc c'est cette couleur-là. Et puis ensuite, on va sélectionner la bordure supérieure et la bordure inférieure.
Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, on a un trait vert sombre en haut et en bas de la ligne numéro 2. Alors, petite astuce, vous avez également la possibilité d'accéder à ce menu par d'autres biais, notamment dans la ligne où vous avez les menus déroulants. Vous pouvez aller dans Mise en forme, Cellules, et ici vous allez dans Bordure. Et donc là, vous retrouvez en fait les mêmes propriétés que ce qu'on avait tout à l'heure avec des possibilités supplémentaires qui n'étaient pas dans le premier menu déroulant. Bien, donc maintenant, on va juste régler la largeur de la colonne A à 3. Voilà. Alors c'est 3 unités internes. Cherchez pas à savoir forcément à quoi ça correspond. Voilà, donc nous, je vous demande juste de le mettre sur 3 ici. Hop, c'est bon. Alors maintenant, on va aller ouvrir le référentiel de compétences à la page 92. Donc je vous laisse ouvrir chez vous le fichier PDF à la page 92. Alors, petite subtilité, hein, les numéros de pages qui sont indiqués en bas des pages ne sont pas les numéros de page du document PDF. Donc la page numéro 92, c'est la 95e page du document PDF. À chaque fois, il faut ajouter 3 si vous voulez retrouver la bonne page dans le document PDF. Bien, alors dans ce document, sur cette page, on retrouve, donc c'est l'annexe 2C, règlement d'examen. Vous allez retrouver la description en fait des épreuves. Donc vous avez différentes colonnes. La première colonne, c'est la nature des épreuves, donc, pour lesquelles vous trouvez le code utilisé pour l'épreuve ainsi que une description de sa nature, donc culture générale pour l'épreuve E1, langue vivante anglais pour l'épreuve E2, etc. Alors, il y a des épreuves qui, en fait, sont des groupes d'épreuves. Vous voyez que l'épreuve E3, mathématiques et physique-chimie, est en fait constituée de 2 épreuves, qui sont les épreuves E31 et E32. Donc, dans ce qu'on va faire après, nous, on va juste récupérer E31, E32, on laissera E3 de côté. Voilà. Ensuite, vous avez ce qui est appelé unité. En fait, ce sont les unités d'enseignement sur lesquelles s'appuient ces épreuves. Vous avez un coefficient qui est le coefficient donc, de cette épreuve dans votre diplôme. Et puis, vous avez en face plusieurs colonnes qui définissent en fait quelle forme ces épreuves vont prendre suivant la façon dont vous passez le diplôme. Donc nous ici, on va s'intéresser uniquement à la version scolaire, donc les 2 premières colonnes qui sont là. Évidemment, vous pouvez travailler avec les autres colonnes si cela vous intéresse. Donc on va récupérer au total un certain nombre de choses. On va récupérer l'identifiant de l'épreuve. Donc ce que j'appelle l'identifiant, ce sera ce code E1, E2, E3. Ensuite, l'intitulé de l'épreuve, ce sera par exemple culture générale et expression. L'unité d'enseignement, le coefficient, la forme que prend l'épreuve et la durée. Voilà, ce sont les informations qu'on va récupérer et qu'on va placer dans le tableau Excel. Alors, pour ça, on va tout d'abord préparer la feuille de façon à ce qu'elle puisse accueillir ces données. Donc, on va mettre des en-têtes ici. Donc, on va placer dans la case B4 le nom, en fait, l'en-tête de la colonne de données qui va se trouver juste en dessous. Donc, ici, on va appeler ça identifiant de l'épreuve. La colonne d'à côté, on va prendre intitulé de l'épreuve. Ensuite, donc, on a l'unité d'enseignement. On va avoir le coefficient. Et puis, ensuite, on a la forme de l'épreuve. Et enfin, la durée de l'épreuve. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur cette en-tête pour la formater. Donc dans un premier temps, on va ajuster les largeurs de colonnes de façon à ce que le texte y soit complètement visible. Alors ça, c'est relativement simple. Vous sélectionnez l'ensemble des colonnes en cliquant sur B, puis en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à avoir sélectionné les colonnes B à G. Ensuite, vous mettez votre curseur ici entre les 2 colonnes, vous voyez que ça devient un petit trait noir, et vous double-cliquez. Et automatiquement, les largeurs de colonnes s'adaptent de façon à contenir la totalité du texte qui s'y trouve. Bien, à présent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va formater les en-têtes de façon à ce qu'ils soient un peu différents de ce qu'on aura dans le reste de la feuille. Donc, on va entourer ces en-têtes d'un fin trait noir. Donc, comme tout à l'heure, on retourne dans le menu bordure. On va sélectionner style de trait. Donc, on met un trait fin normal. On va sélectionner la couleur de ligne automatique, et puis on va sélectionner donc on va sélectionner ici toutes les bordures, voilà, et hop, on a un petit trait noir qui s'est dessiné autour des cases d'en-tête. Ensuite, on va colorier le fond de ces cases d'en-tête avec un vert d'intensité 3/6, donc on revient comme tout à l'heure là sur le petit pot de peinture et on sélectionne l'intensité 3.
Voilà. Dernier point, on va centrer le texte dans ces cases. Donc on va le centrer horizontalement et verticalement. Donc les centrages de texte se font avec les boutons qui sont ici. Donc le centrage de texte vertical, c'est celui-ci. Et le centrage de texte horizontal, c'est celui-ci. Bon, là tout de suite, on voit pas bien la différence puisqu'il n'y a pas encore de texte en dessous dans les colonnes, mais on le verra tout à l'heure. Bien, alors ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer des données qui se trouvent dans la feuille du document PDF qu'on a ouverte tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va positionner les deux documents côte à côte, de façon à pouvoir les voir en même temps. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les différents contenus qui se trouvent dans ces cases ici, donc les 5 premières colonnes et puis l'ensemble des épreuves. Donc pour faire ça, on a différentes possibilités. Soit on peut recopier à la main, si on en a envie, et ou on peut faire du copier-coller. Donc vous pouvez faire du copier-coller à partir d'un document PDF, ça pose pas de problème particulier. Vous sélectionnez le texte, donc par exemple ici je vais récupérer E1, donc je l'ai sélectionné, j'appuie sur commande C si vous êtes sous Mac ou CTRL C si vous êtes sous PC, voilà pour copier. Et puis on va venir insérer le contenu que l'on a copié là dans cette case. Alors attention, quand vous insérez des contenus que vous avez copiés ailleurs dans un document Excel, d'une manière générale, vous allez copier non seulement la valeur, le contenu, ce que représente le texte, mais vous allez également copier la mise en forme. Donc là, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc de façon à éviter qu'il y ait une copie de la mise en forme, et juste une copie du texte lui-même, on va utiliser le collage spécial. Donc vous pouvez y accéder avec le bouton droit, collage spécial, ici. Et puis, vous pouvez aller sur, donc on va coller valeur et format de la source, non. Alors, j'ai pas ce que je veux, je vais aller dans collage spécial, je veux juste le texte, voilà. Donc, je copie juste le texte. Alors, vous voyez que là, ça vous l'a mis sur 3 lignes différentes, ce qui est normal, puisqu'en fait, sur le document PDF, ça se trouve sur 3 lignes différentes. Donc là, le Excel vous l'a mis sur 3 lignes différentes. Donc si vous voulez éviter que cela se produise, il y a une petite astuce. Donc on va annuler ce qui vient d'être fait, voilà. On se remet sur la case qui nous intéresse, et puis je vais me mettre ici. Et pour mieux voir ce qui se passe, on va ouvrir ce champ avec la petite flèche qui se trouve à droite ici. Voilà, pour avoir un petit peu plus de lignes. Donc, une fois qu'on est là, vous refaites coller, donc avec commande V, tout simplement. Vous voyez qu'il a recollé la même chose que tout à l'heure, en tenant compte des retours à la ligne, sauf que cette fois-ci, comme vous êtes toujours dans la même case, dans le même champ de la même case, vous allez pouvoir supprimer les retours à la ligne manuellement, et les remplacer par des espaces. Voilà, vous vérifiez qu'à la fin, il n'y a pas de retour à la ligne supplémentaire. Et cette fois-ci, on a bien ce qu'on voulait. Alors ici, on a copié à la fois l'identifiant et l'intitulé. Donc je vais juste récupérer l'intitulé ici. Pour le mettre dans la bonne case. Voilà. Vous voyez que ici le contenu dépasse, donc vous avez deviné ce qu'on va faire. On va sélectionner la colonne C, on double-clique sur le petit trait noir à droite et ça redimensionne pour avoir la bonne taille de colonne. Ok, donc on récupère également les autres informations. Alors ici, ça vaut pas forcément le coup de faire un copier-coller parce que ce sont des textes relativement courts, donc on va simplement les recopier à la main. Donc U1 pour l'unité d'enseignement, coefficient 3, activité donc forme ponctuelle écrite. Donc ponctuelle écrite, et puis la durée 4 heures. Alors pour les durées, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le mettre au format 4H comme pour 4 heures, hein. On va le mettre dans un format numérique qui permettra éventuellement, si on le souhaite par la suite, d'utiliser des formules pour transformer ces informations. Donc ici 4 heures c'est 4 2.00, ça correspond à 4 heures pour Excel, vous faites entrer, et il a tout de suite vu que c'était 1 heure au format numérique, il l'a d'ailleurs formaté ici, comme il le souhaitait. Alors, petit point de détail, ici, vous pouvez très bien reformater ces 4 heures sous la forme 4H, tout en conservant l'aspect numérique de cette valeur. Mais ça, on fera ça peut-être une prochaine fois. Ici, on ne va pas s'attarder là-dessus. Très bien. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on va formater en fait cette ligne. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va lui attribuer un petit liseré noir simple autour des cases. Donc, pour ça, on va aller... Alors, je vais revenir en plein écran pour avoir les menus de disponibles. Voilà. Donc, on va faire
petit liseré noir autour des cases. Et puis, alors là, c'est une astuce que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la mettre en pratique. D'une manière générale, sur ce type de document, ce que je fais, c'est que je grise légèrement, donc avec un niveau 2 de gris ici, le fond des cases qui correspondent à des entrées manuelles. Ça me permet de différencier les cases dans lesquelles j'ai mis des informations à la main, des cases dont les informations ont été calculées à partir des autres informations disponibles. L'avantage, c'est que si je vois une case qui est grisée, je sais que je peux rentrer du texte à l'intérieur, que ça ne posera pas de problème et que tout se passera bien. En revanche, si je vois une case qui n'est pas grisée, eh bien je ne mets pas de texte à l'intérieur directement parce que je sais que ça, c'est le résultat d'un calcul et que si je remplace ce résultat de calcul par une donnée manuelle, eh bien je risque de provoquer en fait une panne de ma feuille Excel et je risque de faire en sorte que cette feuille ne fonctionne plus correctement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de mettre en grisé le fond des cases dont on rentre manuellement les données. Donc là, vous avez récupéré l'épreuve numéro 1. Vous pouvez faire la même chose pour les autres épreuves. Bien, donc magie de la vidéo, j'ai instantanément rempli la totalité du tableau. Donc vous prenez le temps évidemment de remplir ce tableau avec les données qui vous intéressent. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exploiter les informations qui se trouvent sur ce premier tableau pour calculer des informations qui ne se trouvent pas directement sur ce tableau. On va regarder en fait à quelle part du diplôme correspond chacune des épreuves que vous avez ici dans le tableau. Donc pour faire ça, on va dans un premier temps redimensionner la colonne H à 3. Ça, c'est juste pour l'esthétique. Nous allons copier la colonne F, ici. Donc, on sélectionne la colonne F en cliquant sur le F, et puis on copie, donc CTRL-C, ou Commande-C si vous êtes sous Mac. Et on va coller ce contenu sur la colonne I. Donc, pareil, vous sélectionnez la colonne I, et vous collez avec Commande-V, ou CTRL-V si vous êtes sous PC. Tac. Donc ça permet en fait de copier-coller rapidement des mises en forme en plus du contenu. Donc là, le contenu ne nous intéresse pas directement, mais la mise en forme, oui, ça nous fera moins de travail par la suite. Donc maintenant, on va supprimer le contenu de ces cases-là. Donc pour faire ça, vous sélectionnez les cases et vous appuyez sur la touche Backspace. Donc c'est la petite touche avec la flèche qui revient vers l'arrière, ici. Et pareil, le titre, on n'en a pas besoin non plus. Donc on va le supprimer. Donc on va placer maintenant dans la case I4 l'intitulé de la colonne. Donc ici ce sera part du diplôme. Voilà. Et on va calculer dans les cases du dessous justement la part de chaque épreuve dans la totalité du diplôme. Donc comme ce sont des cases calculées, on retire le caractère grisé de ces cases, donc avec aucun remplissage. Voilà. Et on va taper une formule dans la première case, celle du haut. Donc, comment je peux savoir quelle est la fraction du diplôme qui correspond à l'épreuve E1, qui correspond à la ligne sur laquelle je me trouve tout de suite? Eh bien, c'est simplement le coefficient de cette épreuve divisé par la somme de tous les coefficients de toutes les épreuves. Alors, on va exactement écrire ça, puisque la formule ici, ce sera égal. Donc, quand vous faites une formule, vous démarrez par un égal. Le coefficient de l'épreuve, donc vous n'allez pas taper vous-même le chiffre, vous allez aller sélectionner en fait la source qui contient le chiffre qui vous intéresse. Donc vous sélectionnez la case ici E6, donc vous cliquez une fois dessus et vous voyez que ça apparaît directement dans la formule, et vous divisez par la somme des coefficients de toutes les épreuves. Donc il y a une fonction, donc une fonction c'est quelque chose qui agit sur des données et qui va donner un résultat, donc ici c'est la fonction somme. Donc vous tapez juste somme. Vous voyez que si vous avez sélectionné cette option dans Excel, vous avez des propositions de fonctions qui vous sont données juste en dessous. Donc nous on va juste prendre somme tout seul, donc on ouvre la parenthèse. Et maintenant on va indiquer quels sont les chiffres qu'on doit additionner. Donc on peut en mettre plusieurs, successivement, séparés par des points-virgules. Ou on peut mettre une plage de données, ça s'appelle, c'est-à-dire on va définir deux cases et toutes les cases qui sont entre ces deux cases, elles vont être sommées. Donc ici, nous, on va sommer toutes les valeurs qui sont comprises entre E6 et E14. Donc pour ça, on va juste sélectionner E6, on laisse le doigt appuyé et on fait glisser jusqu'à ce qu'on ait inclus E14. Ensuite, on lâche. Et vous voyez dans la ligne qui contient la formule là-haut qu'on a E6 2.E14, ce qui correspond à la définition de la plage de données E6 jusqu'à E14. Vous fermez la parenthèse, entrez, et vous voyez que vous avez un chiffre qui apparaît. Alors ce chiffre-là, ça représente, on a dit, la part de l'épreuve E1 dans la totalité du diplôme.
Vous voyez que vu sous cette forme, c'est pas très attractif. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va formater ce chiffre sous forme de pourcentage, puisque c'est une part, on va le transformer en pourcentage. Donc on sélectionne la case, on va sur le petit menu qui est ici en haut, qui vous permet de formater de manière prédéfinie les cases qui vous intéressent. Donc là on était sur standard, ce qui est la forme de base, et nous on veut un pourcentage. Donc on va aller sélectionner pourcentage ici en bas. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'il y a un pourcentage qui apparaît avec 2 chiffres après la virgule. Alors dans notre cas, 2 chiffres après la virgule, c'est pas forcément indispensable. Donc on peut diminuer le nombre de chiffres après la virgule qui est visible ici. Et pour ça, vous avez des petits boutons qui sont là, qui vous permettent de sélectionner le nombre de décimales. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diminuer le nombre de décimales. Donc ici, clac, voilà, on va garder une seule décimale. Alors là, vous commencez à vous dire que ça va être un petit peu fastidieux de remplir toutes les cases du tableau avec ces formules. Mais vous vous doutez bien que c'est prévu, donc on va utiliser une petite astuce. On va sélectionner la formule, on va la copier, donc comme tout à l'heure, commande C, et ensuite on va la coller sur les autres cases de la colonne. Donc on sélectionne les cases de la colonne et on colle avec commande V, ou CTRL V si vous êtes sur PC, et on a des chiffres qui apparaissent. Et vous voyez que ici en bas, on a un div 0 qui apparaît. Ça, c'est la signature d'une erreur. C'est-à-dire que le logiciel a fait une division par 0, ce qu'il n'a évidemment pas le droit de faire. Alors vous êtes perplexe, vous vous demandez d'où ça peut venir. Eh bien simplement, on n'a pas protégé certaines valeurs de la formule. Je m'explique. Revenons donc sur la case de départ ici. On voit que la formule qu'on a est E6 divisé par somme des cases comprises entre E6 et E14. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut, tout va bien. En revanche, si on descend d'un cran, donc on passe sur la ligne 7 cette fois-ci, eh bien on s'attendrait à avoir E7 divisé par somme de E6 à E14. Ça n'a pas bougé. Et pourtant, on retrouve E7 divisé par somme de E7 à E15. Autrement dit, toutes les valeurs de ligne ont été décalées d'une façon qui correspond au décalage entre la case initiale et la case sur laquelle on a copié la formule. Alors c'est ce qu'on veut pour la première valeur, le E7, E6, E7, E8, etc. En revanche, ce n'est pas ce qu'on veut pour ce qui se trouve dans la fonction somme. Donc pour éviter que ça se produise, on va protéger les valeurs de la plage de données. Donc ça se fait de manière extrêmement simple, on utilise un $. Donc je vais revenir sur la formule de la case I6. Et ici dedans, on ne va pas écrire E6 E14, mais E$6 E$14. En fait, en faisant ça, on indique au logiciel que quand on va copier ou déplacer la case, eh bien cette plage de valeurs ne doit pas être déplacée. Ça sera toujours les lignes 6 à 14. Si en plus on veut protéger la colonne, c'est-à-dire qu'on veut toujours que ce soit la colonne E qui soit utilisée, eh bien il suffit de faire la même chose ici, à rajouter un $, devant le E, et on protège également la colonne. Donc je vais faire Entrée, et puis cette fois-ci je vais copier à nouveau donc, la formule sur la totalité de la colonne. Et cette fois-ci, ça marche, on a bien les valeurs qui correspondent à ce qu'on attendait. Donc vous pouvez vérifier par exemple si vous prenez la ligne 9, eh bien on a toujours somme de E6 à E14 au dénominateur, mais on a bien E9 pour le numérateur. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Alors je vais vous proposer de découvrir enfin une dernière astuce là sur cette feuille-là avant de passer à l'étape numéro 2. Vous voyez qu'à droite, dans ce qui représente la part du diplôme, on a des valeurs qui sont numériques et bon, disons qu'on peut les lire, mais ça saute pas aux yeux, c'est-à-dire qu'on voit pas tout de suite quelles sont les épreuves les plus importantes finalement dans le diplôme. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter une mise en forme conditionnelle, donc ça s'appelle une mise en forme conditionnelle à l'ensemble de ces cases. Et la mise en forme qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une barre de données. Alors vous pourriez me dire qu'il est possible de faire un graphique. Oui, alors tout à fait, vous pouvez faire un graphique, mais là on va afficher des barres de données directement dans les cases. Donc on sélectionne les cases, on fait mise en forme conditionnelle. Là-dessus, on va ajouter une nouvelle mise en forme. Donc vous cliquez sur le petit bouton plus.
Donc il y a un nouveau menu qui s'ouvre, et dans le style de mise en forme, on peut sélectionner différentes choses. Donc on peut avoir une échelle à 2 couleurs, à 3 couleurs, une barre de données, ce qui va être ce qu'on va utiliser ici, un jeu d'icônes ou une mise en forme qui est dite classique, c'est-à-dire ce qui était déjà présent dans les anciennes versions d'Excel. Alors nous, on s'intéresse ici à la barre de données. Rien ne vous empêche évidemment d'aller trifouiller les autres options pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a des choses qui sont assez intuitives, notamment les 2 échelles à 2 et 3 couleurs vous permettent de faire des choses assez sympas de manière assez rapide. Donc ici, nous, on va sélectionner barre de données. Le minimum, c'est-à-dire le point minimum de la barre de données, nous, on souhaite que ce soit 0. Donc on va sélectionner un nombre explicite, voilà, 0. Le maximum, je vais le garder en automatique, comme ça la plus grande barre de données va occuper la totalité de la cellule. Le contexte, je le veux de droite à gauche, donc je veux que ma barre elle aille de droite vers la gauche. Vous pouvez faire autrement si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les valeurs positives, on va garder les tonalités, on va se placer, on va les mettre en vert. Voilà, les valeurs négatives, il n'y en a pas, donc de toute façon, ça ne sert pas à grand chose. Bordure, aucune, c'est bon. Position de l'axe automatique, couleur de l'axe noir, ça me va, j'appuie sur OK. Vous voyez qu'on a une nouvelle règle donc, qui a été appliquée ici qui est barre de données. On a plus ou moins un exemple de format de la barre de données. Et puis ça s'applique à toutes les cases de la feuille épreuve. Donc c'est écrit épreuve point d'exclamation. Et on retrouve la plage de données qu'on a sélectionnée. Et vous voyez que spontanément ici, la plage de données, elle a été protégée par les dollars qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, donc là vous appliquez sur OK. Et hop, vous voyez des barres de données qui s'affichent dans les cases qui contiennent les parts de chaque épreuve au diplôme. Et vous pouvez voir tout de suite que les 2 épreuves qui ont les coefficients les plus grands, eh bien ce sont l'épreuve E51 qui est le pilotage de production, donc le TP si vous voulez, et puis l'épreuve E6 qui est votre stage en entreprise. Voilà, donc on a fini la première étape de l'atelier, donc je vous invite à manipuler un petit peu tout ça, essayer de voir un petit peu par vous-même l'effet des différents boutons qu'on n'a pas vus. Vous pouvez regarder ce que ça donne si vous affichez par exemple en gras, en vert, en italique, en souligné, changer de police de caractère, modifier la façon dont les caractères sont affichés dans les tableaux, tout ça vous pouvez jouer avec. Voilà, donc une fois que vous êtes bien à l'aise avec les premiers outils qu'on vient d'introduire, qui sont des outils relativement basiques, mais qui permettent déjà d'avoir une mise en forme relativement agréable à observer, eh bien vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2. Alors vous avez vu que l'étape numéro 1 était relativement longue, simplement parce que j'ai essayé de prendre au maximum le temps d'expliquer en détail chacune des fonctions qui a été utilisée, dans le sens où je me suis rendu compte l'année dernière que vous aviez des affinités avec Excel qui étaient très hétérogènes, et que autant il y en avait avec qui il n'y avait pas de problème et qui se débrouillaient déjà super bien avec Excel, et d'autres qui avaient énormément de mal à faire des choses relativement basique dans le programme. Donc j'ai préféré passer un petit peu de temps à expliquer ces choses basiques au départ, comme ça au moins vous les avez. Et maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Cette étape numéro 2, vous verrez, en revanche, elle va être relativement rapide, puisque on va énormément s'appuyer sur ce qu'on a fait dans l'étape numéro 1. Donc ici, on va en fait utiliser du copier-coller de feuilles pour créer des feuilles qui ont la même allure que celles qu'on a créées au début. Donc par exemple ici, on a donc notre feuille épreuve, et ce que l'on souhaite, c'est créer une nouvelle feuille Excel dans laquelle on va stocker les familles de compétences. Donc la première chose, c'est qu'on va copier-coller la feuille qu'on a déjà. Donc on va aller cliquer avec le bouton droit sur le nom de l'onglet, voilà. Et donc on peut faire déplacer ou copier dans la liste des menus, donc on sélectionne ça. Ici nous on veut faire une copie, donc on va sélectionner copier et on la place en dernier. Ok, hop là, on a obtenu une copie de notre première feuille. Donc on va la renommer, ici ce qu'on va mettre ce sont les familles de compétences. Alors pareil, on continue avec les petites astuces. Je vous incite à ne pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux dans les noms d'onglets. En général, vous pouvez le faire, mais ça peut générer des problèmes, notamment si vous travaillez dans un environnement professionnel dans lequel vous avez des ordinateurs qui sont sous système anglophone et des ordinateurs qui sont sous système francophone. Vous pouvez avoir des petits problèmes de compréhension entre les deux, et le fait de mettre des accents dans les noms de feuilles, ça peut poser des problèmes. Voilà, donc là je ne vais pas en mettre. On va également changer le titre de la feuille.
Voilà. Et puis on va retravailler un petit peu ce qu'il y a en dessous de façon à ce que ça corresponde à ce dont on a besoin. Donc on ne va garder que les colonnes intitulées et épreuves. Donc pour ça on va supprimer les autres colonnes. Donc pour faire ça c'est assez facile. On sélectionne les colonnes dont on ne veut plus. Et vous ne pouvez pas le faire directement avec un bouton. Donc là il va falloir cliquer sur le bouton droit en étant sur les en-têtes de colonnes. Donc les lettres qui sont là-haut. Bouton droit, supprimer. Et hop, on a supprimé les colonnes. Donc on va supprimer ici le contenu, non pas les cases mais le contenu. Donc là on n'utilise pas supprimer, on va effacer le contenu. Donc vous avez aussi un menu accessible via le bouton droit qui se trouve effacer le contenu, voilà, qui est ici. Mais vous pouvez simplement cette fois-ci utiliser backspace comme tout à l'heure et ça supprime le contenu. Et enfin on ne va conserver que 3 lignes, donc on supprime les lignes dont nous n'avons pas besoin ici, comme tout à l'heure avec supprimer. Alors on va revenir sur le document PDF et on va se rendre à la page 22 du document, autrement dit à la page du document PDF numéroté 25. Donc sur cette page, vous voyez que sont listées les compétences qui sont attendues de vous à la fin de vos années de formation. Donc ces compétences sont numérotées C1, C2 jusqu'à 18 et elles sont regroupées par famille de compétences. Vous avez l'ensemble des compétences liées à la production, l'ensemble des compétences liées au QHSSE, l'ensemble des compétences liées au management. Donc c'est ça qu'on va récupérer, ce sont les intitulés des familles de compétences. Donc comme tout à l'heure, on fait du copier-coller, on le place dans le tableau. Et par contre, contrairement à ce qu'on avait juste avant, il va ici falloir que vous choisissiez par vous-même l'identifiant qui va être attribué à chacune de ces familles. Donc je vous propose ici de mettre des choses qui correspondent de manière explicite aux familles de compétences. Donc on peut mettre par exemple production pour la première famille, QHSSE pour la deuxième, et puis management pour la dernière, donc pour la dernière. Et puis ensuite on va récupérer donc les intitulés qui sont dans le document PDF. Voilà, c'est fait. Donc nous en avons terminé avec l'étape numéro 2. Vous avez vu que c'était relativement court. Donc le but du jeu ici, c'était de vous montrer qu'on pouvait très facilement récupérer des mises en forme qu'on avait sur un onglet grâce au copier-coller en fait sur un autre onglet. Alors là on l'a fait en copiant la feuille complètement. On peut également le faire de manière différente en sélectionnant des cases qui ont une forme donnée et en les copiant en faisant un collage spécial comme on a vu tout à l'heure. Par exemple ici on pourrait très bien récupérer cette case là, la copier et puis revenir sur l'autre onglet et ici quand on veut la copier on fait bouton droit collage spécial et vous pouvez coller simplement la mise en forme. Ça se trouve ici dans le menu, ça vous permet de coller les mises en forme. Voilà. Donc, sans plus attendre, on passe à l'étape numéro 3. Étape numéro 3. Alors, pour l'étape numéro 3, on va là prendre un petit peu plus de temps puisqu'on va introduire des calculs un petit peu plus sophistiqués. Donc, on va prendre le temps de regarder ça en détail. Première opération, on va créer un onglet compétences dans lequel nous allons lister les compétences qui se trouvent dans le référentiel de compétences, donc à la même page que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc de votre côté, eh bien, vous faites la même chose que ce qu'on vient de faire là, vous copiez par exemple l'onglet famille de compétences et puis vous créez l'onglet compétences derrière. Moi je vais claquer des doigts et le tableau va se remplir par magie. Alors, vous voyez que j'ai mis dans ce tableau donc l'identifiant C1, C2, etc., l'intitulé, et puis j'ai rajouté une troisième colonne que je vais vous demander également de remplir. Donc c'est une colonne qui contient l'identifiant de la famille de compétences. Donc dans cette colonne-là, j'ai mis manuellement l'identifiant qu'on avait choisi juste avant pour chaque famille qui correspond à la compétence en question. Donc vous voyez que les compétences C1 jusqu'à C9 correspondent à la famille production. C10 jusqu'à C13 correspondent à la famille QHSSE et C14 jusqu'à C18 correspondent à la famille management. Alors petit point de détail, la colonne C, vous voyez que j'ai contraint le contenu des cellules à retourner à la ligne automatiquement et j'ai choisi comme largeur de colonne ici 60. Voilà, donc si vous voulez avoir à peu près la même allure, bah, vous pouvez choisir les mêmes valeurs. Donc on va masquer le fichier PDF, on n'en a plus besoin pour l'instant. Alors avant d'attaquer les formules par elles-mêmes juste après, une petite astuce de nouveau, hein. Ici vous avez rempli production, QHSSE, management. J'imagine que vous l'avez fait par copier-coller. Eh bien il y a une autre façon de procéder qui peut être relativement utile et qu'on réutilisera par la suite, qui est la validation de données. C'est-à-dire que ici, dans toutes ces cases-là, vous devez obligatoirement positionner une valeur qui est l'une des trois valeurs
qui se trouve dans la colonne identifiant des familles de compétences de la feuille précédente. Eh bien, vous pouvez le dire à Excel, ça. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner ces cases, aller dans Données, Validation, et vous allez pouvoir dire ce que vous voulez comme données dans ces cases-là. Donc ici, on veut autoriser une liste de données. Vous voyez qu'il y a d'autres valeurs possibles ici dans les choix possibles. N'hésitez surtout pas à tester ça. Nous, on va choisir liste et on doit spécifier la source de la liste. Donc on clique sur le petit bouton qui se trouve au bout ici et ça va nous permettre d'aller sélectionner la plage qui nous intéresse. Donc nous, la plage de source, ça sera celle-là. Donc on va dans la feuille famille de compétences et on sélectionne la plage B6 à B8. Voilà, on appuie sur le petit bouton, on fait OK. Et du coup, vous avez obligé ces données à être dans les 3 choix qu'on a indiqués là. Alors, il y a plein de petites subtilités sur la compatibilité du valider les données avec le copier-coller. Ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. En revanche, si vous cliquez maintenant sur une des cases, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît à droite et vous pouvez sélectionner directement la valeur dans un menu déroulant. Voilà, ça fait toujours très classe dans un document Excel, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter des choses sur la droite. Donc on va d'abord formater, alors ça c'est juste pour l'esthétique, la colonne E à 3, voilà. Et puis on va rajouter des colonnes qui vont contenir des formules. Donc pour ajouter ces colonnes, comme tout à l'heure, je vais faire un petit copier-coller de ce qu'on a déjà. Hop, voilà. Alors pas celle-là, on va prendre la colonne identifiant, voilà. Je la mets là, hop. Et puis, je vais supprimer le contenu et je vais décolorer les cases puisqu'on va avoir des résultats de calcul. Ce que je voudrais ici, c'est avoir l'intitulé en fait de la famille de compétences dont l'identifiant est donné dans la colonne D. C'est-à-dire que là, il est marqué production, mais j'aimerais bien. Donc là, c'est un petit peu formel, mais ça peut arriver, ça arrive même fréquemment qu'on ait besoin de faire ce genre de choses. Je voudrais que s'affiche dans la colonne F l'intitulé complet de la famille de compétences pour lequel on a sélectionné un identifiant dans la colonne D. Alors pour ça, il y a plusieurs façons possibles de faire. Une première, c'est l'utilisation de la fonction recherche V. Donc, je vais me mettre ici et je vais taper une formule. Donc, égale. Puisque c'est une formule, ça ne change pas. La fonction recherche V, vous voyez qu'elle est proposée juste en dessous. Et on va mettre les arguments de cette fonction. Donc on va chercher une valeur. Donc là, la valeur qu'on va chercher, c'est celle qui se trouve en D6. Donc je vais sélectionner D6. Et on va chercher cette valeur dans une liste. Donc on met point virgule et on va sélectionner un deuxième argument qui est la liste dans laquelle on va chercher. Donc je vais aller pour ça dans l'onglet, mon curseur est toujours actif. Je vais dans l'onglet famille de compétences et je vais sélectionner toutes les cases entre B6 et C8. Donc à la fois les identifiants et les intitulés. Vous voyez que cette zone, elle définit une espèce de tableau avec 3 lignes et 2 colonnes. Donc notez bien ça parce que c'est important, on va en avoir besoin juste après. Parce que ensuite, on va dire à cette fonction recherche V ce que l'on veut récupérer dans ce tableau. Nous, ce que l'on veut, c'est récupérer l'intitulé. Autrement dit, le contenu de la deuxième colonne de la plage que l'on vient de sélectionner. Donc je vais indiquer ici, après la plage en haut, point virgule, 2, pour indiquer que je veux récupérer la deuxième colonne. Donc ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va chercher dans la première colonne de la sélection la valeur recherchée, donc celle qui se trouve en D6, donc production, QACHSE ou management. Et une fois que cette valeur a été trouvée, sur la même ligne, la fonction va aller récupérer la valeur qui se trouve sur la deuxième colonne. Vous pouvez travailler sur plus de colonnes, nous ici c'est la deuxième colonne. Et il faut ici que je rajoute un petit quelque chose à la fin, on met point virgule 0. Ça veut dire qu'on veut exactement la bonne valeur et pas un truc qui ressemble. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas exactement la valeur qui est contenue dans D6, dans ce tableau, eh bien il va renvoyer une erreur plutôt que de retourner quelque chose qui ressemble à ce qu'on lui a demandé. Si vous avez bien suivi tout ce qu'on a fait juste avant, là vous vous dites tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, puisque évidemment on va copier-coller la formule dans les autres cases du tableau, et que la zone de recherche, elle, ce sera toujours la zone B6-C8 de la feuille famille de compétences. Donc ça veut dire que
Le D6 qui est là, on le laisse tel quel. En revanche, la zone dans laquelle on va chercher ici, il faut la protéger contre les translations dues au copier-coller. Donc on met les petits dollars comme on a fait tout à l'heure. Et voilà. Et vous voyez que dans la colonne F6 est apparu en texte complet, compétences liées à la production. Autrement dit, on a bien récupéré l'intitulé dans l'autre tableau qui correspond à l'identifiant production. Donc là, je vais ajuster la largeur de colonne. Et puis, je vais recopier cette formule sur toute la colonne. Voilà. Et vous voyez, alors je vais réajuster la colonne parce que c'est pas encore assez large. Et vous voyez que ici, il a adapté. Excel a adapté en fait le résultat à ce qu'il y avait dans les cases D6 à D23. Et on a récupéré donc l'identifiant de chaque famille. Alors, cette fonction recherche V, elle marche très bien. Mais ce n'est pas la seule façon de procéder pour réaliser cette opération. Et je vais vous présenter en fait deux autres façons de procéder. Chacune de ces façons a des avantages et des inconvénients. C'est quelque chose, je pense, que vous verrez par vous-même en essayant de les utiliser, qu'il y a certains cas dans lesquels vous allez plutôt utiliser une formule et d'autres cas dans lesquels vous utiliserez plutôt une autre formule. Donc, on va créer des colonnes supplémentaires derrière celle-ci. Donc, je vais récupérer ça. On va le mettre ici. Tac. On fait 3 colonnes. Pour l'instant, on va tout vider. Ah oui, j'ai pas changé l'entête, donc hop. Ici, c'est l'intitulé de la famille de compétences. Première chose ici, on va essayer de trouver quel est, entre guillemets, le numéro, donc l'index de l'identifiant qu'on a demandé dans la liste de tous les identifiants des familles de compétences. Donc, la formule pour ça est la suivante. Donc, vous mettez dans la case H6, on mettra l'entête après, égale pour la formule, et on va chercher à trouver la localisation dans la liste de ce qui se trouve dans la case D6. Donc pour ça, on cherche avec équive. La valeur cherchée, c'est ce qui est en D6. La plage dans laquelle on cherche, cette fois-ci, c'est uniquement la colonne qui contient les identifiants. Donc ici, de B6 à B8 sur la feuille famille de compétences. Et comme tout à l'heure, il faut mettre un petit 0 à la fin si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises avec des choses qui sont approchées. Toc. Et ça vous renvoie un 1, puisque production, en fait, se trouve sur la première ligne de la plage de données dans laquelle on a cherché. On pareil comme tout à l'heure, on peut copier et coller. Voilà. Et vous voyez que, pouf, not a number, parce que j'ai oublié de protéger la plage de données. Donc, on va annuler ça. On retourne sur la formule. Je protège la plage de données. On refait la copie. Et cette fois-ci, ça marche. Vous voyez que production, on a un 1. Que chez CSE, on a un 2. Compétences liées au management, on a un 3. Donc ça, c'est l'index de la famille de compétences. Et ensuite, on peut utiliser cet index pour aller chercher l'intitulé qui nous intéresse, mais de manière différente de tout à l'heure. Donc, une première façon de le faire, c'est d'utiliser la fonction index. Donc, vous mettez un égal, et la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction index. Donc, vous mettez en premier argument de cette fonction index la liste dans laquelle se trouve l'objet que vous voulez récupérer. Donc là, ce qu'on veut, ce sont les intitulés. Donc, vous sélectionnez la liste des intitulés. Donc, c'est dans la feuille famille de compétences et c'est la zone C6 à C8 qu'on va protéger avec des égales pour ne pas avoir la même mauvaise surprise que tout à l'heure. Ensuite, point virgule, et vous mettez votre deuxième argument. Le deuxième argument, c'est le numéro de la ligne sur laquelle se trouve l'objet qui vous intéresse. Donc ici, cette ligne, elle est contenue dans la colonne index de la famille de compétences. Donc vous cliquez sur H6, vous fermez, vous faites entrer, et hop, vous voyez que vous avez de nouveau l'index de la famille de compétences, mais en y accédant de manière différente. Donc comme tout à l'heure, on peut copier ça sur la totalité de la colonne. Alors, petite astuce de nouveau, quand vous avez cette situation, où vous avez une colonne de données ici à gauche,
et quelque chose qui se trouve dans une seule case, par exemple, et que vous voulez le coller jusqu'en bas de la colonne. Eh bien, en fait, il vous suffit de cliquer sur cette petite croix noire qui apparaît dans le coin en bas à droite de la cellule. Vous double-cliquez et ça propage automatiquement votre formule à la totalité de la colonne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données dans la colonne précédente. Très bien, alors dernière méthode, on va utiliser une autre formule, une autre fonction qui est très pratique, qui s'appelle décaler. Donc, comme tout à l'heure, égal décaler. Et en fait, on va aller chercher avec cette fonction, petite faute de frappe, décaler, voilà. On va aller chercher avec cette fonction le contenu d'une case qui se trouve à un certain endroit par rapport à une autre case. Ça peut vous paraître un petit peu confus là tout de suite et on va le traiter tout de suite en exemple, comme ça vous comprendrez mieux de quoi il retourne. Donc, le premier argument de cette fonction, c'est une cellule de référence. Donc on va aller dans fonction famille de compétences et on va par exemple sélectionner la première case qui est ici, donc C6. Alors j'anticipe un petit peu sur ce qui se passera après, hein. On va protéger cette cellule de référence. Et à partir de là, on va indiquer de combien de lignes et de combien de colonnes on doit se déplacer pour trouver la valeur qui nous intéresse. Donc ici, on va se décaler de un certain nombre de lignes qui est donné par l'index de la famille de compétences. Donc je mets H6. Et on se déplace de 0 colonne. Alors, à votre avis, si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je vais voir apparaître compétences liées au QHSSE. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, l'index me dit que ce qui m'intéresse se trouve sur la première ligne. Et la case que j'ai choisie comme référence, c'est justement la case de la première ligne. Donc, si je me déplace du nombre de lignes qui correspond à l'index, eh bien, je vais aller une ligne trop loin. Donc, dans ma formule, pour que ça marche, il faut juste que je fasse -1 ici sur l'index et ça me permettra d'accéder à la bonne valeur. Donc, comme tout à l'heure, je peux sélectionner cette case, double-cliquer sur la petite croix noire et ça s'adapte automatiquement à la colonne. Et vous voyez qu'on a de nouveau la même chose. Donc, on en a presque fini avec l'étape numéro 3. Je vais juste vous montrer encore deux petites choses ici, ce qui est que, par exemple, si vous supprimez le contenu ici de la case D8, par exemple, eh bien vous voyez qu'en face, les fonctions qu'on a utilisées pour rechercher des choses dans le tableau famille de compétences, eh bien elles ne répondent pas, elles provoquent une erreur puisqu'en fait elles ne trouvent pas dans la liste la case vide. Alors c'est pas très joli, donc évidemment ce qu'on peut faire c'est essayer d'intercepter ces erreurs. Donc pour ça il y a des fonctions qui marchent bien, qui sont la fonction si-erreur. Donc par exemple je reviens sur recherche V, si je rajoute ici, entre le égal et le recherche V, et la fonction si-erreur. Donc l'idée c'est si erreur de cette fonction, alors je fais autre chose. Donc ce alors on le sépare avec un point virgule et puis on met quelque chose derrière. Par exemple on veut afficher oups. Voilà. Je ferme la parenthèse qui correspond à cette fonction si erreur. Je fais entrée. Et vous voyez que là où j'ai des erreurs qui s'affichent à droite, cette case où j'ai utilisé la fonction si erreur me signale en fait qu'il y a une erreur, mais d'une façon un petit peu plus jolie que mettre not a number. Ici, il affiche juste oups. Alors évidemment, on peut aussi essayer d'anticiper le fait qu'une erreur va être provoquée par la fonction. Alors ça, on peut par exemple le faire avec les tests conditionnels, par exemple avec la fonction si. Donc je reprends de nouveau le même exemple ici. Si j'intercale avant l'erreur une fonction si, donc on peut mettre si il n'y a rien dans la case D8, donc ce qui en Excel se traduit par si D8 est égal à une chaîne de caractères nuls, alors j'écris rien. Et sinon j'exécute la fonction que je voulais exécuter avec une recherche, blablabla. Alors du coup vous me dites, bah oui, mais si on met un test avec si rien, alors on n'affiche rien, et puis ensuite sinon on exécute la fonction. J'ai plus besoin de la fonction si erreur. Oui, sauf que rien ne vous empêche ici d'avoir une valeur qui ne soit pas une valeur qui soit rien, mais qui soit quand même une valeur erronée. Donc le fait d'avoir à la fois le test conditionnel sur le contenu de la case permet d'anticiper le fait que peut-être on va avoir un problème. Et la fonction si-erreur vous permet d'intercepter le problème une fois qu'il a eu lieu pour vous signaler qu'il a eu lieu. Voilà, donc une troisième étape un petit peu dense.
dans laquelle je vous ai expliqué comment récupérer des données dans une autre feuille à partir de données qui sont présentes dans la feuille. Donc ici, on a utilisé l'identifiant et de façon à les présenter de manière plus agréable. On a également introduit la condition si et la fonction si-erreur qui permettent d'intercepter les erreurs. Donc, je vous propose de respirer un coup et de passer à l'étape numéro 4 dans laquelle, en fait, je vous propose de vous entraîner à utiliser tout ce qu'on vient de mettre en place ici. Donc notamment les formules de récupération d'informations, vous allez les utiliser et essayer d'utiliser les différentes formes que je vous ai proposées, donc avec recherche V, esquive, index et décalé. Donc on passe tout de suite à l'étape numéro 4. Étape numéro 4. Bien, donc comme je vous l'ai indiqué juste avant, l'étape 4 va essentiellement être une étape d'entraînement où vous allez apprendre à utiliser par vous-même en fait les outils qu'on vient de mettre en place. Donc on va démarrer doucement. Dans un premier temps, on va simplement ajouter à l'onglet compétences une colonne de données que vous allez entrer de manière manuelle qui seront les épreuves qui correspondent aux différentes compétences, puisqu'en fait chaque compétence est évaluée dans une seule épreuve et chaque épreuve est en fait constituée d'un pool de compétences évaluées. Et vous allez ensuite donc initialiser une colonne supplémentaire qui va aller récupérer l'intitulé complet de l'épreuve pour chaque valeur d'épreuve que vous aurez mis en face des compétences. Donc pour sélectionner donc, les épreuves, vous allez introduire une colonne en utilisant l'outil validation qui va vous permettre de créer un menu déroulant dans lequel vous pourrez sélectionner le numéro de l'épreuve. Donc ça donne, une fois que c'est fait, quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous avez votre colonne supplémentaire ici, donc je l'ai insérée en tant que colonne E. Dans cette colonne sont rentrés les identifiants des épreuves telles qu'elles apparaissent dans le référentiel. Et puis ici, donc le menu déroulant qui vient avec l'option de validation des données qui permet de sélectionner l'épreuve dans la liste. Et puis on a une colonne automatique supplémentaire qui est ici en M, colonne M, dans laquelle en fait j'ai utilisé recherche V en l'occurrence ici, mais vous pouvez utiliser une autre façon d'accéder à cette information, qui va récupérer l'énoncé explicite de l'intitulé explicite de l'épreuve. Alors ces informations-là, vous les trouvez sur la page 86 du référentiel, autrement dit la page 89 du fichier PDF. Ici, donc c'est l'annexe 2A. Cette annexe 2A vous donne un tableau de correspondance entre les compétences et les épreuves ici, donc E4, E5.1, E5.2 et E6 qui sont les épreuves professionnelles. Voilà, donc à vous de récupérer ces informations et de créer donc les deux colonnes dont on vient de parler par vous-même. Donc la première dans laquelle vous allez utiliser la validation pour créer une petite liste déroulante. Ensuite vous allez sélectionner les épreuves pour chaque compétence. Et ensuite vous allez créer cette deuxième colonne qui va récupérer automatiquement l'intitulé de chacune des épreuves initialisées dans la colonne E. Donc pour vous entraîner, vous allez récupérer les fonctions professionnelles. Ces fonctions sont disponibles entre la page 9 et la page 14 du référentiel, donc ce qui correspond aux pages 12 à 17 du fichier PDF. Donc je vais sur la page 12, vous voyez qu'on obtient ici les fonctions activités et tâches professionnelles. Donc j'ai par exemple ici fonction 1, gestion du processus. Dans cette fonction 1, je vais trouver plusieurs activités, l'activité 1.1, et également un petit peu plus bas l'activité 1.2, puis l'activité 1.3 qui est ici. Et pour chaque activité, vous avez un certain nombre de tâches qui sont données juste en dessous. Donc T1.1, T1.2, T1.3, T1.4 avec un intitulé. Par exemple, la tâche T1.4 consiste à coordonner la mise en fabrication d'un nouveau produit. Donc c'est une tâche qui est intégrée dans l'activité 1.1, organisation et coordination de la production, qui elle-même fait partie de la fonction 1, gestion du processus. Voilà, donc l'idée ici c'est de créer trois onglets. Un onglet fonction qui va accueillir les fonctions professionnelles. Un onglet activité qui va accueillir les activités professionnelles et dans laquelle vous rentrerez grâce à l'onglet validation par menu déroulant les fonctions auxquelles ces activités sont rattachées. Avec ensuite une récupération automatique de l'intitulé de chaque fonction. Et puis enfin, une liste des tâches professionnelles où chaque tâche est définie par son identifiant, son intitulé que vous récupérez dans le document,
et l'identifiant de l'activité à laquelle cette tâche est rattachée, avec, comme tout à l'heure, la récupération de l'activité, donc l'intitulé complet de l'activité, et l'intitulé de la fonction correspondante. Donc ça veut dire que dans ce tableau-là, vous aurez pour chaque tâche l'intitulé de la tâche, l'intitulé de l'activité et l'intitulé de la fonction correspondante. Alors au passage, vous pouvez voir que ici, par exemple, j'ai utilisé une autre technique parce que dans ce cas précis, je voulais récupérer sur une même ligne plusieurs informations. Donc typiquement ici, un recherche V aurait réalisé 2 fois la recherche, alors qu'ici j'utilise Equiv, comme vous pouvez le voir ici, donc on exécute une fois la recherche, et ensuite on va récupérer 2 fois les informations, donc avec la fonction décalée, mais appliquée sur 2 colonnes différentes du tableau d'origine. Voilà, donc prenez votre temps, allez-y, testez, essayez, regardez ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Faites-vous la main là sur ces trois onglets-là. Et une fois que vous êtes bien à l'aise, on va pouvoir passer à l'étape numéro 5 où on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on va essayer de créer un tableau croisé, mais de manière manuelle. Étape numéro 5. Bien, alors comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la logique du diplôme de BTS pilotage de procédés, mais c'est le cas pour d'autres BTS également, est basée pour les activités professionnelles, pour les compétences professionnelles, dans une logique d'évaluation des compétences professionnelles avec chaque épreuve qui évalue plusieurs compétences professionnelles. L'évaluation de ces compétences professionnelles passe par l'observation de la capacité de chaque élève à accomplir un certain nombre de choses. Et on va évaluer donc chacune de ces capacités au travers d'indicateurs relativement précis qui sont fournis dans le référentiel de compétences. Et pour évaluer ces compétences, on va demander aux élèves d'accomplir certaines tâches. Et pour accomplir une tâche donnée, on va en général avoir besoin de faire se rencontrer plusieurs compétences. C'est-à-dire qu'une tâche donnée devrait normalement permettre d'évaluer plusieurs compétences simultanément. Ok ? Et de la même façon, une compétence donnée va contribuer au fait d'être capable d'accomplir plusieurs tâches. Donc il y a des correspondances entre les compétences et les tâches de manière multiple. C'est-à-dire qu'une compétence contribue à plusieurs tâches et une tâche nécessite plusieurs compétences. Ça, c'est dans le cas général. Donc c'est un petit peu délicat, un petit peu compliqué de s'y retrouver dans le document tel qu'il est écrit, tel que vous l'avez là, en particulier parce que c'est écrit sous forme de texte. Donc ce que je vous propose de faire pour essayer de visualiser ça de manière un petit peu plus facile, un petit peu plus lisible, c'est de construire en fait un tableau bidimensionnel avec d'un côté les compétences, de l'autre les tâches, et dans les cases qu'il y aura au milieu, les correspondances entre les deux. Donc on va faire ça en 2 parties. La première partie, ce sera cette étape numéro 5 où on va construire le tableau des combinaisons. Et la deuxième partie, ce sera l'étape numéro 6 dans laquelle on va construire la représentation bidimensionnelle de ces combinaisons. Donc ce que je vous propose, c'est de rajouter dans le document que vous avez déjà un nouvel onglet qui s'appellera combinaison tâches compétences ici. Et dans cet onglet, en fait, vous allez introduire 2 colonnes de données que vous allez vous-même récupérer dans le fascicule. Et derrière, vous aurez d'autres colonnes. Je vais vous expliquer après de quoi il retourne. Donc, ce tableau contient une première colonne où j'ai indiqué l'identifiant de la tâche, une deuxième colonne où j'indique l'identifiant de la compétence. Donc là, j'ai listé par tâche. Et pour chaque tâche, en fait, j'ai donné la liste des compétences qui sont associées. Donc vous voyez que par exemple, en haut du tableau, vous avez la tâche 1.1 qui est associée aux compétences 1, 4, 13 et 14. Alors, j'ai utilisé, comme on l'a fait dans les tableaux précédents, l'outil de validation, ce qui me permet de sélectionner directement les tâches ici dans une liste déroulante. De la même façon, je peux sélectionner les compétences dans une liste déroulante ici. Voilà. Simplement pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans l'intitulé ici. Donc ça peut arriver notamment si vous faites du copier-coller de plages de valeurs. Hein, vous pouvez avoir des erreurs dans les copier-coller. Eh bien, j'ai créé 2 colonnes supplémentaires qui sont en fait des colonnes qui se remplissent automatiquement avec des formules dans lesquelles je vais chercher l'index de la tâche dans le tableau qui contient toutes les tâches et l'index de la compétence dans le tableau qui contient toutes les compétences. Si jamais la tâche ici ou la compétence, les identifiants que j'ai donnés pour la tâche et la compétence ne sont pas valides, à ce moment-là, ici, j'aurai des erreurs ou alors un message qui m'indiquera qu'il n'y a pas de correspondance. Et donc ça me permet de vérifier en fait que j'ai mis des valeurs qui sont correctes ici dans les 2 premières colonnes.
Voilà, donc comme vous le voyez, le nombre de correspondances tâches compétences est relativement élevé. J'en ai répertorié 116 ici. Alors ces correspondances, vous les trouvez sur les pages 26 à 29 du référentiel. Alors les pages 26 à 29 du document PDF. Voilà, donc je me rends sur la page 26 du document PDF et vous voyez que c'est intitulé correspondance tâches compétences. Vous avez pour chaque tâche une liste de compétences en dessous, donc ce sont celles que l'on retrouve ici. Donc à vous de récupérer ici les correspondances pour l'ensemble des tâches et compétences. Alors là, on n'en est plus à essayer de faire du copier-coller, à s'entraîner pour le copier-coller, à s'entraîner à remplir le tableau, etc. Donc ce que je vous invite à faire ici, c'est à travailler à plusieurs. Vous répartissez les tâches et ensuite vous faites une synthèse de l'ensemble des informations que vous aurez remplies à plusieurs pour faire un seul tableau. Ça vous fera gagner du temps. Donc voyez avec vos voisins pour vous organiser ça. Vous faites du copier-coller. Faites attention de bien copier les valeurs de façon à ne pas modifier la mise en forme de votre tableau d'une part, et de façon à ne pas copier de liens explicites vers éventuellement les fichiers des personnes qui ont collaboré avec vous sur cette opération. Alors, une fois que c'est fait et qu'on a vérifié donc qu'il y avait bien un index qui apparaissait ici dans les deux colonnes de vérification derrière, on va créer un identifiant pour chacune des combinaisons. Alors évidemment, chacune de ces combinaisons est unique. Par définition, ici, pour chaque tâche, on a une seule fois chaque compétence qui apparaît, donc on a des combinaisons uniques. Et on va définir un index pour la combinaison. Donc ça va être l'occasion de voir quelques fonctions qui permettent, enfin une fonction très simple en fait, qui permet de manipuler les chaînes de caractères. Et ici, on va combiner les chaînes de caractères. C'est-à-dire que ici, on a T11, c'est une chaîne de caractères. C1, c'est également une chaîne de caractères. Et on va combiner ces deux chaînes de caractères pour en faire une nouvelle. Et on va séparer avec un underscore. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous voyez, la formule apparaît là-haut. Donc vous mettez égal, toujours, puisque c'est une formule dont on va visualiser le résultat. On va mettre donc B6, qui est l'identifiant de la tâche. Un et commercial, donc ce et commercial est la colle qui permet de mettre ensemble des chaînes de caractères. Et ensuite, je vais coller derrière une chaîne de caractères qui contient uniquement underscore. Donc, comme c'est une chaîne de caractères explicite, je la mets entre guillemets. Voilà, je mets des guillemets pour indiquer ceci est une chaîne de caractères et j'ai un seul caractère ici en l'occurrence, c'est l'underscore. Un et commercial, donc pour coller ensuite une seconde chaîne de caractères qui sera C6, autrement dit, l'identifiant de la compétence. Donc le résultat que j'obtiens ici sur la première ligne, c'est T1.1 underscore C1. Voilà, alors vous pouvez vous demander à quoi ça va servir d'avoir un identifiant unique pour chacune des combinaisons qui sont ici présentes dans le tableau. Eh bien ça va nous servir à construire en fait la représentation bidimensionnelle de ces combinaisons, comme on le verra juste après dans l'étape numéro 6. Étape numéro 6, dernière étape. Alors, il n'y a pas une seule et unique façon de construire le tableau que je vais vous montrer maintenant. Il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon. Il y a juste différentes façons de le construire. Bon, je vais vous en montrer une. Et on reviendra un petit peu plus tard, un petit peu après, sur ce qu'on peut faire de plus avec ce tableau. Donc l'idée, c'est de représenter de manière bidimensionnelle les combinaisons qu'on a établies dans le tableau juste avant. Donc voilà à quoi ça va ressembler à la fin. Donc je vais vous expliquer comment on va construire ça. Ce que l'on veut, donc, c'est cette grille dans laquelle on a des cases colorées en vert quand on a effectivement correspondance entre la tâche et la compétence qui se trouve à cette intersection. Par exemple, ici, la compétence 1 et la tâche 1.1. Et une case blanche, comme par exemple la compétence 2 et la tâche 1.1, où là, on n'a pas de correspondance tâche-compétence. Alors, pour faire cela, donc, on formate déjà la feuille un petit peu comme ce qu'on avait fait sur les feuilles précédentes, donc avec le titre en haut. Donc j'ai appelé l'onglet combinaison 2D, voilà, vous avez le nom ici en bas. On va tout d'abord avoir ici deux colonnes qui vont contenir l'index de la tâche qui nous intéresse et l'identifiant de la tâche. Alors ici, c'est un petit peu différent de tout à l'heure puisque on va lister en fait toutes les tâches. C'est-à-dire que l'on va parcourir toutes les tâches qui sont contenues dans la liste de tâches qui se trouve dans l'onglet qui s'appelle Tâches. Donc pour ça, on va parcourir tous les index. Donc vous voyez qu'il y a une première case qui est en gris parce que j'ai mis un 1 de manière manuelle. Donc là, ça fait partie des exemples de choses qu'on peut faire de manière relativement différente pour faire en sorte, par exemple, que cette case se comporte de la même façon que les cases du dessous.
Et puis, de façon à m'assurer que je vais de 1 en 1 en descendant d'une ligne à l'autre, et bien simplement, j'ai mis que la case B10 contenait le contenu de la case B9 plus 1, donc ici 2, et ainsi de suite, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me fait en fait un incrément de 1 sur chaque case. Et là, je vais ensuite, dans identifiant de la tâche, récupérer l'identifiant qui correspond à la ligne qui est indiquée par ce numéro dans le tableau qui contient toutes les tâches. Donc ici, je vais mettre la tâche qui correspond à la ligne 1, donc c'est T1.1. Ensuite, j'aurai la tâche qui correspond à la ligne 2, donc T1.2, etc. Et là, vous devinez tout de suite ce qu'on va utiliser comme fonction. Hein. Vous allez utiliser une fonction décalée. Donc la formule est en haut. Vous voyez, décaler tâche B6. Donc ça, tâche B6, ça correspond... Si je me vais sur l'onglet tâche, voilà, tâche B6, ça correspond à la colonne, à la première case de la colonne identifiant. Et je vais ensuite me décaler du nombre de lignes requis par l'index qui se trouve en B9 ici, moins 1, puisque si je veux être sur la première case de la colonne, il ne faut pas que je me déplace puisque c'est ma cellule de référence. Voilà. Donc on a ici B9 moins 1, et vous vous souvenez le 0 donc pour le décalage en colonne. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez créer cette fois-ci 2 lignes de données, donc celles qui sont ici en haut, dont le principe est strictement identique à ces 2 colonnes, c'est-à-dire que j'ai une liste d'index tout d'abord, donc qui démarre à 1, que je mets à la main, puis qui fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à 18, de manière automatique avec une formule qui ajoute 1 au contenu de la case de gauche. Et en dessous, je vais récupérer, comme je l'ai fait pour les tâches, à chaque fois, l'identifiant de la compétence correspondante dans le tableau des compétences, en utilisant la fonction décaler avec G4 ici, donc qui est la valeur qui est juste au-dessus, qui correspond au numéro de la ligne dans le tableau de compétences, moins 1, toujours, hein, du fait que j'ai choisi compétence B6 comme étant ma cellule de référence, autrement dit la première case de la colonne. Voilà, donc je répète l'opération cette fois-ci en ligne pour avoir l'ensemble des identifiants des compétences de C1 à C18, et ainsi je vais pouvoir maintenant créer mon tableau bidimensionnel. Donc le tableau bidimensionnel se trouve ici, donc ce que vous allez faire, donc ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de quadriller en fait cet espace-là, de façon à le visualiser, c'est-à-dire que vous le trouvez très rapidement dans la feuille de calcul. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à chaque fois si la combinaison entre l'identifiant de la tâche que vous avez à gauche et l'identifiant de la compétence que vous avez en haut existe. Autrement dit, vous allez chercher dans la liste des combinaisons, donc cette fois-ci, vous allez chercher dans la colonne qui contient les index des combinaisons, hein, celle qu'on a créée juste avant. Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que c'était utile. Donc dans cette liste-là, on va chercher pour chaque case l'identifiant qui correspond à l'association de la tâche et de la compétence qui correspondent à la case. Donc par exemple ici, si je reprends ma première case du tableau, cette case correspond à la tâche T11 et à la compétence C1. Donc l'identifiant unique de la combinaison serait T1.1 underscore C1. Donc je vais construire cet identifiant. Alors, c'est ce qu'on a ici dans la formule à ce niveau-là. Voilà, donc vous récupérez C9, c'est l'identifiant de la tâche. Vous insérez le underscore et vous récupérez G5 qui est l'identifiant de la compétence. Donc là, vous créez l'identifiant unique qui correspondrait à cette combinaison tâche-compétence. Alors au passage, vous voyez qu'on a utilisé le $, comme tout à l'heure, pour protéger certaines valeurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va copier ensuite cette formule dans l'ensemble du tableau. Et pour une colonne donnée, par exemple, eh bien ce sera toujours la compétence qui se trouve en G5. Donc quand vous copiez sur les cases du dessous, normalement la formule se décale vers le bas. Sauf que là, il faut absolument que ce soit toujours la ligne numéro 5 qui soit utilisée pour repérer l'identifiant de la compétence. Donc il faut protéger le numéro 5 de la colonne G pour rester sur la ligne d'identifiant de compétence. Ah, tiens, au passage, il y a une petite faute de frappe là. Hop, ça c'est l'identifiant de la compétence. Voilà, c'est corrigé. Tac. Ok. Donc de la même façon, vous protégez la colonne, donc là devant le C cette fois-ci, vous protégez la colonne
l'identifiant de la tâche, de façon à ce que quand vous allez copier cette formule sur toute la ligne, eh bien, il n'y ait pas de décalage vers la droite de la colonne dans laquelle est récupéré l'identifiant de la tâche. Donc $1 sur le C pour la tâche, pour protéger la colonne, et $1 sur le 5 pour la compétence, pour protéger la ligne. Ok. Alors, maintenant, on peut utiliser différentes solutions. Une première, ce serait de chercher cet identifiant dans la colonne des identifiants de combinaison avec par exemple Equiv, qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on peut aussi utiliser autre chose, qui va juste non pas rechercher, mais juste compter. Donc c'est ce que j'ai fait ici, où j'ai utilisé NBC. Donc NBC, ça compte en fait le nombre de fois qu'une condition est remplie dans une liste. Donc ici, la liste, ça va être la liste des combinaisons des identifiants uniques qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc combinaison tâche compétence H6 H121, donc ça correspond à cette colonne ici, H6 H121 ici tout en bas. Voilà, donc on va chercher, on va travailler dans cette colonne, et avec le NBC, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va compter le nombre de fois que l'identifiant unique de la combinaison, donc le C9 underscore G5, apparaît. Donc le nombre de fois que l'identifiant unique de la combinaison apparaît dans la liste des identifiants de combinaison. Donc le résultat ici, ça va être 1. Pour le C1 T11, enfin pour le T1 underscore C1, ça va être 1. En revanche, si on a une combinaison, donc un identifiant unique de combinaison, typiquement ici T11 underscore C2, qui n'apparaît pas dans la liste qu'on a dressée juste avant, eh bien le nombre de fois que cet identifiant unique apparaît, ce sera simplement 0. Voilà, donc on remplit le tableau avec ça. Et vous voyez que là, en l'occurrence, eh bien, on ne voit pas les chiffres apparaître. Donc vous, normalement, quand vous allez construire votre grille petit à petit, vous devriez d'abord avoir des 0 et des 1 sur cette grille. Et vous allez vous rendre compte que ces 0 et ces 1, c'est pas très facile à lire. D'où la suggestion d'avoir un code couleur ici. Et donc ce que j'utilise en fait pour créer ce code couleur, pour avoir ce code couleur, c'est simplement, on va de nouveau utiliser une mise en forme conditionnelle. Quand on a un 1, eh bien on coloriera en vert sur texte vert, et quand on a un 0, on aura du texte blanc sur fond blanc. Et ça va donner cette impression de n'avoir que de la couleur en fait dans le tableau. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Mise en forme conditionnelle. Voilà, donc là les conditions sont déjà remplies. Alors je vous montre comment ajouter cette mise en forme conditionnelle. Donc vous allez l'appliquer pour les cas où vous avez des 0 et des 1. Moi dans l'exemple que je vais vous montrer là, je vais vous le faire pour un cas où on a un 2. Alors par exemple ici, je vais mettre un 2 à la main. Voilà, donc, vous voyez le 2 apparaît parce qu'il n'est pas dans les mises en forme conditionnelles que j'avais déjà initialisées. Donc vous sélectionnez la case ou les cases dont vous avez besoin de modifier la mise en forme conditionnelle. Vous allez dans mise en forme conditionnelle. Vous ajoutez une mise en forme conditionnelle. Ici, on va prendre une forme classique. On applique la mise en forme uniquement aux valeurs rangées. Donc ça, non. On va faire appliquer la mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent certaines valeurs. Voilà. Et on veut que ce soit la valeur de la cellule qui soit égale à 2. Voilà. Et puis on va ici choisir un format personnalisé où on va faire une police de caractère de couleur orange, voilà, et un remplissage orange. Ok, ok, ok. Voilà, et vous voyez que la case qui contenait le 2 ici, en fait, elle est devenue totalement orange, puisque le texte et le fond sont de la même couleur. Eh bien, on ne distingue plus les deux, on a juste coloré la case. Ok, donc moi j'annule ici ce qui a été fait, et je vous laisse donc faire vous-même les modifications nécessaires pour obtenir le tableau avec les couleurs qu'on a ici. C'est parti. Alors dernier petit outil que je vais vous proposer d'utiliser, c'est le masquage de colonnes. Donc là vous voyez que vous avez construit un tableau, et pour construire ce tableau, vous avez eu besoin de créer des lignes et des colonnes qui contiennent des données, qui sont indispensables à la construction du tableau, mais qui visuellement encombrent. Eh bien, ces colonnes, on peut très bien les conserver tout en les masquant. Ça permet d'augmenter en fait la lisibilité du document. Par exemple, ici, si je ne veux voir que l'identifiant de la tâche, donc je peux sélectionner les colonnes A et B, je fais bouton droit,
et je vais sélectionner masquer. De la même façon, je vais masquer les colonnes DEF ici. Et puis je vais masquer les lignes 1 à 4, ainsi que les lignes 6 à 8. Voilà, et vous voyez que le tableau du coup est plus facilement lisible puisque vous avez directement les tâches, les compétences qui sont connectées aux lignes et aux colonnes du tableau. Alors on peut même aller un petit peu plus loin ici et ajuster la taille de la colonne C. Voilà. Parfait. Donc vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est plus facile à lire. Alors, moi, en termes d'exigence par rapport au travail que je vais vous demander aujourd'hui, on va s'arrêter là. Simplement, vous, en termes d'utilisation, vous pouvez aller plus loin si vous souhaitez vous challenger un petit peu. Par exemple, vous pouvez remplacer les identifiants des compétences et des tâches par les intitulés de ces compétences et de ces tâches, ou par la combinaison des deux, c'est-à-dire d'avoir à la fois l'identifiant et l'intitulé de la tâche et de la compétence pour que ce soit directement lisible sur ce tableau. Et vous pouvez également ajouter un petit quelque chose, et là ça vous permettra de vous entraîner en fait aux combinaisons qu'on a vues juste avant. Vous voyez que la case C5 ici est libre. Eh bien vous pourriez choisir de rentrer en fait dans cette case un numéro d'épreuve, donc un identifiant d'épreuve, et de n'afficher sur le tableau que les combinaisons de tâches et de compétences qui correspondent à cette épreuve en particulier. Voilà, j'espère que ça va en titiller quelques-uns et que vous essaierez de le faire par vous-même. C'est quelque chose qui est assez rigolo à faire et puis utile pour la suite parce que ça vous permettra d'avoir un document auquel vous pourrez vous rapporter pour vous souvenir de quelles sont les attentes des enseignants et des interrogateurs dans le cadre des différentes épreuves qui vous attendent. Voilà, cet atelier Excel est à présent terminé. J'espère que ça a été pour vous l'occasion d'apprendre quelques petites choses par rapport à l'utilisation d'Excel, que ça vous a donné des outils supplémentaires qui vous permettront d'aller plus vite dans le traitement des données de production et dans leur mise en forme. Et j'espère que vous n'hésiterez pas dans le futur à utiliser cet outil de manière plus fréquente. Donc deux choses par rapport au travail que vous avez fait aujourd'hui. Donc déjà, conservez le document auquel vous êtes arrivé. Cela vous permettra de vous y référer lorsque vous ne serez plus tout à fait sûr de ce qu'on attend de vous à l'examen. Et puis cela vous permettra également de retrouver les formules que l'on a utilisées au cours de cet atelier de manière assez rapide pour que vous puissiez simplement les copier-coller dans les nouveaux documents dans lesquels vous souhaiteriez les utiliser par exemple. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être maintenu au courant des prochaines sorties et puis à partager cette vidéo autour de vous. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!